On ouvre la première partie de ce 21-23. Je vous l'ai dit, on vous emmène derrière les barreaux de l'une des deux prisons les plus sécurisées de France, Vendin-le-Vieil. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Comment fonctionnent les brouilleurs anti-drones? Comment fonctionnent ces parloirs fermés? On va en parler justement avec vous, Noémie Schulz. Vous êtes notre reporter, notre journaliste police-justice à France Info et vous avez pu visiter cette prison aujourd'hui. Vous allez nous raconter toutes les coulisses de votre reportage. Évidemment, on va voir des extraits de votre tournage. À vos côtés, Flavie Rault, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des directeurs pénitentiaires. Et puis Guilhem Carayon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'UDR. Alors, juste avant qu'on voit, Noémie, un tout premier extrait de votre reportage, juste dites-nous. Donc ce matin, tôt j'imagine, vous êtes allé dans cette prison de Vendin-le-Vieil. C'était pourquoi? C'était difficile de négocier ce tournage? Comment ça s'est passé? Alors c'était dans le cadre d'une visite parlementaire, c'est-à-dire que j'ai accompagné un député, le député Renaissance Vincent Corr, qui était un des 3 rapporteurs de la proposition de loi pour sortir la France du piège du narcotrafic. Et vous savez, ou peut-être pas, les députés, les parlementaires ont le droit de se présenter presque sans avoir prévenu devant des lieux de privation de liberté, dont les prisons, donc notamment celle-ci, Vendin-le-Vieil, qui accueille depuis cet été une centaine de narcotrafiquants. Et les députés ont le droit d'être accompagnés de journalistes. Nous étions donc 2 journalistes avec lui, moi et une journaliste reporter d'images, donc c'est elle qui a tourné les images, Audrey Burla. Ce qui est un peu particulier, c'est que dans le cadre de ces visites, on peut suivre le député dans ses déplacements, mais on n'a pas le droit, nous, d'intervenir, d'interviewer directement les interlocuteurs, en l'occurrence le directeur adjoint de Vendin-le-Vieil, les différents surveillants qu'on a pu croiser. On a pu enregistrer les échanges, mais on est relativement passif. En revanche, on est là comme spectateur et c'est quand même extrêmement enrichissant de découvrir de l'intérieur cette prison dont on parle quand même beaucoup depuis 4 mois. Absolument, et on en a parlé, vous et moi, sur ce plateau, Noémie, avec notamment toutes ces affaires. On va en parler avec nos 2 autres invités sur le narcotrafic qui continue évidemment à faire des victimes encore aujourd'hui. Vous l'avez vu dans l'actualité, peut-être une balle perdue, en tout cas, qui a tué une jeune femme dans la région de Valence. Alors, on va voir un premier extrait de votre reportage, justement, Noémie, et puis on en parle tous les 4 juste après. Le premier extrait, c'est tout simplement, on va aller voir une cellule. Donc, c'est une prison toute neuve. Enfin, la prison a une dizaine d'années, elle a été construite il y a 10 ans, mais il y a eu des travaux qui ont des ajustements pour accueillir ces profils, ces criminels particulièrement dangereux ou soupçonnés, puisque il y a 87 personnes en ce moment dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée. 20% sont condamnés. 80% sont prévenus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore jugés. Donc, c'est une des particularités. Et effectivement, les cellules ont été adaptées pour accueillir des personnes dont on estime qu'elles sont très dangereuses. Eh bien, on va regarder un premier extrait, justement, votre tournage, Noémie, dans ces cellules, et puis on en parle juste après. Alors, du coup, c'est l'aératoire de porte. Ça permet une ouverture progressive en fonction de la situation à l'intérieur de la cellule. Partielle qui permet d'appréhender la situation à l'intérieur, de récupérer des effets à contrôler avant la sortie des personnes détenues et ce qui empêche la sortie du détenu. Au besoin, on peut refermer la porte sans difficulté et c'est un élément de sécurité assez intéressant mis en place pour le personnel. Donc voilà une cellule standard. Ok, donc qu'est-ce qu'elle a de réaménagé? Alors, pas grand-chose en fait, c'est l'extérieur d'abord. Triple couche, vous avez le bardage plus le caillebotis qui existait déjà. Et à cela, on a rajouté du métal déployé sur les fenêtres, les barreaux, un caillebotis et du métal renforcé. Donc il y a 3 épaisseurs. Pourquoi ? Eh bien, pour empêcher toute intrusion d'objets de l'extérieur. Vous savez, les détenus peuvent yoyoter, c'est-à-dire passer d'une cellule à l'autre, se passer des objets. Et là, l'idée, c'est... Avec des petites cordes ou des ficelles, voilà. Exactement. Et là, ça, l'idée, c'est d'empêcher. Alors, on voit, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire passer une cigarette, une carte SIM. Enfin, ça devient quand même très compliqué. En revanche, ce qu'on a remarqué, c'est que fenêtre ouverte, on entendait des détenus discuter les uns avec les autres à travers la fenêtre. Mais ce système de triple épaisseur empêche d'ailleurs presque aussi un peu la lumière de passer, rend effectivement très difficile
toute intrusion d'objets de l'extérieur, dont on sait que c'est un problème dans un certain nombre de prisons, notamment des objets, des armes, des portables qui peuvent être livrés notamment par drone. Flavie Rault, vous avez été donc directrice d'établissement pénitentiaire, vous me disiez à la santé, et puis... À la maison d'arrêt de Douai également. À la maison d'arrêt de Douai. Et, alors, quand vous voyez ces images-là, vous, en tant que directrice, vous l'avez visité, Vendin-le-Vieil, mais vous ne l'avez pas dirigé. Et quand vous voyez ces images-là de cellules, ces mécanismes de la porte qui s'ouvre, vraiment par les arrêteurs de porte, alors qu'est-ce que ça vous évoque? Vous vous dites, c'est une évolution. À la limite, j'aurais bien aimé avoir des prisons comme ça. C'est une amélioration pour la sécurité? Je pense que c'est un outil intéressant. On le sait tous, aujourd'hui, on est confronté à un véritable défi avec la criminalité organisée qu'on prend très, très au sérieux. Et il était évident qu'il fallait prendre des dispositions, notamment au sein des établissements pénitentiaires, et notamment parce que nous constations qu'un certain nombre de faits étaient commis par des personnes pendant leur incarcération, et notamment à l'aide de téléphones portables. Donc, effectivement, il y avait des mesures à prendre. Je suis évidemment convaincue que ça n'est pas forcément un dispositif qui est adapté pour l'ensemble des personnes détenues. En revanche, pour des détenus qui présentent une dangerosité assez élevée en lien avec ce type de fait, c'est effectivement une option qui est intéressante. Après, on va voir comment ces quartiers évoluent. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à construire autour de ces quartiers. Et on va poursuivre le débat. Alors, Guilhem Carayon, je voulais vous montrer, pendant que je vous pose la question, on va voir déjà les images que vous avez tournées aussi, Noémie, de ces fameux parloirs sans contact. Alors, c'est pour que vous me donniez votre avis, Monsieur Carayon. Donc, on va voir ça. On sait qu'il y a eu souvent des problèmes, et il y a beaucoup de problèmes dans les parloirs, des prisons, j'allais dire normales, parce que bien que ce soit quand il y a des visites familiales, on sait que des choses rentrent comme ça, cachées tout simplement, notamment sur les familles, parfois sur les compagnes des détenus. Il n'y a pas des fouilles systématiques, et c'est comme ça que des petits téléphones, des clés USB, de la drogue rentrent. Là, on voit vos images, Noémie. Donc, là, parloir, on est sur des parloirs, on pourrait dire un peu à l'américaine, comme aux États-Unis, puisque ce sont des parloirs, vous avez vu, c'est une pièce qui est coupée en deux par une paroi vitrée, une vitre, et vous avez cet hygiaphone, c'est ce petit espace en métal avec des trous, voilà, et c'est par là qu'on peut se parler, que les personnes vont pouvoir s'entendre. Et donc là, il n'y a pas du tout de contact, il n'y a aucun contact physique avec leurs proches. Il y a une exception pour les enfants de moins de 10 ans, les mineurs. Ils peuvent aller dans la partie du parloir avec le parent, le père en l'occurrence, mais dans ce cas-là, le détenu fera l'objet à l'issue de ce parloir d'une fouille intégrale pour s'assurer qu'il n'a pas récupéré d'objet. Et effectivement, seuls des enfants de moins de 10 ans peuvent avoir un contact physique. Il n'y a pas d'unité. Ça s'appelle unité familiale, ça de vie familiale. Pas d'unité de vie familiale, pas de moment où on peut se regrouper en famille. Et ça, vous l'avez dit, l'objectif est bien sûr d'éviter l'intrusion de ces objets dont on sait que c'est un vrai fléau. Et c'est aussi ce qui est le plus peut-être critiqué et dénoncé par les détenus, c'est cette absence de contact physique avec leurs proches. Guilhem Carayon, donc quand vous voyez ces images-là, vous vous dites... Alors, il n'y a que 2 prisons comme ça en France, Condé-sur-Sarthe et donc Vendée-le-Vieil pour le moment. Quel est votre diagnostic là-dessus? Nous, de manière générale, tous les dispositifs qui permettent davantage d'isolement pour les individus les plus dangereux pour la société, et notamment on parle des narcotrafiquants qui sont souvent des donneurs d'ordre, ceux qui même en prison sont capables de passer des consignes à ceux qui sont en dehors des prisons. Nous, on pense que ça va dans le bon sens, mais de manière plus générale, on a aujourd'hui une situation explosive dans le pays sur l'insécurité, plus particulièrement sur le trafic de drogue. Il y a un quart des gens aujourd'hui qui sont incarcérés, qui sont emprisonnés, qui le sont pour trafic de drogue. 40% des mineurs qui sont présentés à la justice le sont pour cette raison. Les saisies de cocaïne depuis 10 ans ont été multipliées par 5. Donc face à cette situation qui est explosive et exceptionnelle, il faut des solutions de plus en plus fermes. Et effectivement, oui, davantage d'isolement pour les têtes de réseau, ça nous semble du bon sens. Peut-être rappeler la philosophie de ces prisons, c'est de couper ces personnes du monde extérieur et surtout de l'organisation criminelle à laquelle ils appartiennent. Oui. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils ne puissent plus, puisque c'était le cas jusqu'à présent, depuis la détention, continuer à gérer le trafic, à commanditer des assassinats. Il y a eu d'ailleurs des affaires célèbres là-dessus. Et organiser son évasion, ça c'est Mohamed Amra qui a quand même organisé sa propre évasion alors qu'il était incarcéré. Donc c'est vraiment couper ces détenus. Et comment on fait ? Eh bien d'abord on les empêche de communiquer avec le monde extérieur
l'intérieur. Ça passe effectivement par ces dispositifs anti-intrusion d'objets de l'extérieur, des appels téléphoniques extrêmement encadrés. Ils ont le droit à 2 fois 2 heures d'appels téléphoniques à des horaires fixés et ces conversations sont écoutées. Et puis Alors qu'avant, on pouvait, je crois, appeler... Il y a des numéros qui sont validés quand même par la justice, qui sont préenregistrés, mais si vous payez, vous pouviez appeler autant que vous voulez, hein, sachant que ça coûte très cher de passer des coups de téléphone en prison. Mais certains narcotrafiquants n'ont pas de problème de moyens. Et puis, il y a aussi le fait de faire en sorte que vous ne puissiez plus être au sein de la prison en contact avec d'autres personnes de votre organisation criminelle. Et c'est pour ça, et on le verra sans doute, que c'est cette forme d'isolement. Les détenus passent 22 heures par jour seuls en cellule. Et quand ils ont la possibilité de sortir, ils se retrouvent par petits groupes en cours de promenade, des petits groupes de 5 personnes. Et là, ça a été choisi. On va le voir, ces images, pendant que vous en parlez. Et là, c'est... Donc là, on va voir l'image de la... ça, c'est la cour. La cour de ça, promenade. c'est la promenade. Donc on voit qu'il y a des murs très très hauts. Des murs très hauts. Visibles du reste de la prison, je crois. Aucune cellule ne donne sur cette cour de promenade. Il y en a 12 comme ça à Vendin-le-Vieil. Ce qu'on ne voit pas, c'est un filin de sécurité anti-hélicoptère, mais nous n'avions pas le droit de filmer ce qui dépassait du mur de promenade pour des raisons de sécurité. On aperçoit ces boîtiers blancs qui sont des brouilleurs téléphoniques qui font que, quand bien même les détenus auraient pu se procurer un téléphone... C'était des lumières. Non, ça, c'est les espèces de barres blanches qu'on voit là. Non, ça, ce sont peut-être les lumières, mais on a vu tout à l'heure des boîtiers. On va les voir peut-être sur des images qui brouillent. Donc il y a des boîtiers pour brouiller les téléphones et puis les boîtiers là on les voit sur l'image à gauche sur le mur de gauche. Voilà. Et donc les détenus vont se retrouver par groupe de 5 et ces groupes sont soigneusement composés par l'administration pénitentiaire et on va faire en sorte de ne pas mettre ensemble des membres d'une même organisation ou alors des ennemis jurés qui pourraient avoir envie de s'étriper pendant une promenade. Alors, il y a la question des drones. On sait on en a parlé sur ce plateau la semaine dernière. Il y avait un syndicat, un représentant d'un syndicat pénitentiaire qui disait, c'était la prison de Dijon, où sont évadés de détenus. Il disait, toutes les nuits, c'est un aéroport à drones, cette prison. Ça, c'est une réalité. Ça paraît surréaliste d'imaginer ça, mais oui, les drones, c'est devenu vraiment quelque chose de très compliqué à gérer pour les établissements pénitentiaires. Oui, en effet, les drones, c'est quelque chose qui, depuis quelques années, devient une véritable problématique. Alors, on s'équipe petit à petit de dispositifs de lutte anti-drone. Je pense qu'il est un petit peu tôt pour se prononcer sur l'efficacité de ces systèmes. On sait qu'elle est imparfaite. Maintenant, c'est peut-être toujours bon à prendre si on estime que les résultats sont suffisamment satisfaisants. Moi, je n'ai pas de recul pour évoquer la question plus avant. En tout cas, on constate que sur beaucoup d'établissements aujourd'hui encore, des drones parviennent à faire un certain nombre de livraisons de produits stupéfiants, de téléphones portables ou autres objets interdits. Je tiens quand même aussi à dire qu'en complément de tous les dispositifs techniques dont on pourrait se doter, il est évident que le premier dispositif pertinent, efficace, c'est l'être humain. Donc c'est l'agent qui va par exemple être au mirador et qui va pouvoir contrôler tout ce qui peut transiter notamment par-dessus les murs, que ce soit par le biais de projection ou par le biais de drones. Et puis ce sont les agents qui sont sur les coursives jour comme nuit et qui peuvent, lorsqu'on constate des projections, quand on constate des livraisons par drone, procéder à des fouilles de cellules pour tenter de retrouver ce qui a été ainsi livré. Et juste là, vous parliez de projection, donc Vendin-le-Vieil, est-ce que quelqu'un peut arriver derrière les murs et jeter un sac et sur les drones, alors, ça se passe comment ? Par exemple, Vendin-le-Vieil, vous avez une première barrière, enfin un premier grillage qui est déjà à 50 mètres du premier mur d'enceinte, qui fait que vous ne pouvez... Donc, il n'y a pas de projection. Il faudrait faire un lancer olympique. Pour les drones, il y a aussi des dispositifs. Pour le moment, il n'y a pas eu de survol de drones constaté au-dessus de la prison de Vendin-le-Vieil. À ce stade, depuis l'ouverture de ce quartier de lutte contre la criminalité organisée, il y a un tout petit peu de résine de cannabis qui a été retrouvée dans une cellule et pour le moment, aucun téléphone portable. Alors tout le monde reste très prudent, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais puisque on voit que c'est vraiment extrêmement difficile et qu'il y a des détenus qui sont régulièrement fouillés. On récupère un téléphone portable, ça avait été le cas de Mohamed Amra, dont on avait, je crois, récupéré 7 ou 8 téléphones portables et qui, en permanence, réussissaient à s'en procurer. Là, c'est plus difficile. Les familles qui viennent, d'abord, n'ont pas ce contact physique, passent par un portique à ondes millimétriques. C'est un portique
extrêmement perfectionné qui va détecter. Pour vous donner un exemple, j'ai passé sportique, j'avais un jean et un pull, et à 5 reprises, on m'a redemandé de passer parce qu'il y avait l'impression qu'il y avait quelque chose dans ma manche, il n'y avait absolument rien, donc il a fallu que j'enlève mon pull pour montrer qu'il n'y avait rien dans la manche. Voilà, ça peut détecter de la drogue, ça peut détecter un couteau en céramique, une carte SIM, les mini-téléphones portables qui sinon sont très difficiles à détecter. Donc aujourd'hui, pour le moment, depuis 4 mois, les dispositifs mis en place à Vendin-le-Vieil semblent fonctionner. On verra après. Justement, on va écouter ce que dit le député qui était avec vous, justement, aujourd'hui. Et puis après, justement, Guilhem Carayon, vous me donnerez votre analyse à vous aussi. Donc on écoute le député qui était Vincent Corre, qui était avec vous aujourd'hui. Alors c'était important pour moi parce que dans le cadre de la loi sur le narcotrafic, j'ai été rapporteur de la partie qui concernait notamment ce régime carcéral particulier qui vise à pouvoir prendre en détention et à rendre, on va dire, à garder le haut du spectre des narcotrafiquants. L'objectif donc c'est avoir une détention, que ce soit pour les prévenus ou les condamnés, qui les isole de l'extérieur, qui empêche donc de poursuivre en fait l'organisation du trafic, qui permet d'empêcher de commanditer par exemple des assassinats. Et donc avec le régime que l'on a pu voir aujourd'hui, effectivement l'objectif est atteint aujourd'hui. On a cette détention renforcée et ça c'était bien l'objectif qu'on recherchait au printemps. Alors, Guilhem Carayon, objectif atteint, dit ce député Renaissance. Bon, vous nous disiez, Noémie, on va attendre des années vraiment pour faire le bilan, mais pour l'instant, avec ce que vous nous disiez, ça a quand même l'air de fonctionner assez bien. Guilhem Carayon, j'ai presque l'impression qu'il y a une forme de consensus politique là-dessus. Alors, peut-être pas dans toutes les forces politiques, mais est-ce que là, sur la nécessité d'avoir ce type de prison, peut-être de les généraliser, mais on va parler des coûts après, est-ce qu'il y a, vous pensez, un consensus politique ? Je l'espère en tout cas. Moi, ce qui m'alerte, c'est peut-être un peu candide comme remarque, mais c'est qu'on est obligé d'attendre 2025 que le narcotrafic ait atteint ce niveau-là dans notre pays pour avoir des quartiers qui soient spécialisés contre le narcotrafic, contre le crime organisé. Qu'on ait attendu autant de temps pour ça, ça me semble assez hallucinant. Mais il y a 2 questions qu'on n'a pas encore abordées qui me paraissent aussi essentielles. Un, c'est la question du quantum, ce qu'on appelle le quantum des peines. C'est-à-dire que dans le code pénal aujourd'hui, vous avez, quand vous êtes un trafiquant de rue et que vous êtes pris la main dans le sac, vous allez prendre généralement des peines qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison. Ça, c'est une peine maximum. Mais il n'y a pas de peine plancher, il n'y a pas de peine minimum. Et donc, très souvent, vous allez avoir des trafiquants qui vont sortir avec le jeu des remises de peine au bout de 1, 2, peut-être 3 ans de prison, ce qui est, selon nous, pas du tout suffisant pour les dissuader d'arrêter ce narcotrafic. Et deuxième sujet, il y a les peines de prison qu'on prononce à l'égard des trafiquants internationaux, des narcotrafiquants, de ceux qui sont les plus dangereux et qui généralement sont aux alentours de 5 à 10 ans, alors que pour nous, ça devrait être 20 ans de prison pour suffisamment dissuader ces narcotrafiquants. Et dernière remarque, il y a la question des places de prison, du nombre de places de prison qui se posent. Emmanuel Macron avait promis la création de 15 000 places. On en a eu à peine 5 000 qui ont été construites depuis 2017. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'en 5 ans, en un quinquennat, il faut être capable de construire 40 000 places de prison. Ça permettra de lutter contre ce phénomène de surpopulation carcérale qu'on a aujourd'hui, avec 136% de surpopulation carcérale. Alors, juste une question avant qu'on passe justement à est-ce qu'il faut qu'il y ait, qu'est-ce qu'il y a comme aménagement encore à faire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de prisons de ce type-là? Il y a quand même eu des critiques sur ce type de prison de haute sécurité, notamment les avocats de Mohamed Amra, qui a été quand même l'ennemi public numéro 1. On se rappelle de son évasion qui avait coûté la vie à 2 surveillants pénitentiaires. Son avocat se plaignait des conditions de détention justement à Vendin-le-Vieil. On va l'écouter et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. On l'écoute. Régime carcéral strict, réservé aux narcotrafiquants comme Mohamed Amra. Son avocat dénonce des conditions de détention déshumanisantes. C'est-à-dire on ne peut jamais toucher sa femme, son conjoint. Ensuite, vous avez un grillage, un tel maillage qui impose que le prisonnier ait une lumière artificielle en permanence. Des fouilles corporelles systématiques et intégrales. Comme lui, d'autres avocats comptent déposer des recours contre ces transferts et ce régime d'incarcération. Flavie Rault, il y a ce débat, je ne sais pas, peut-être même chez les directeurs de prison. Je dis ça parce que souvent, que ce soit des magistrats, des directeurs de prison, quand on discute avec eux, avec vous, on comprend que la prison, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est un sujet qui est complexe, qui est pas simpliste. C'est pas, on vous enferme pendant 40 ans et puis, non, il faut qu'il y ait une notion de réinsertion. Sinon, autant
autant revenir à la peine de mort. Enfin, voilà, la prison, on essaye d'expliquer à nos téléspectateurs depuis plusieurs semaines, c'est compliqué, c'est pas simpliste. Est-ce que là, il y a des débats sur les conditions de détention ? Là, on parlait de traitements qui pourraient être, entre guillemets, inhumains, et d'autres pourraient se dire, enfin, attendez, c'est Mohamed Amra, il a tué 2 surveillants pénitentiaires, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, c'est pas un hôtel. Ce débat, il existe en effet, et il a beaucoup existé au moment où ces quartiers ont été créés. Alors, il est évident que les conditions de détention qui existent dans ces quartiers, sont extrêmement difficiles. Il faut tout de même préciser que la quasi-totalité des détenus qui sont placés aujourd'hui dans ce quartier étaient auparavant dans un régime dit d'isolement, donc avec un certain nombre de modalités plus dures que celles dont ils bénéficient aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a dit, ils sont par petits groupes. Donc cet isolement social, il est quand même minimisé par rapport à ce qu'on vit dans un quartier d'isolement. En revanche, beaucoup d'autres mesures qui visent à couper ces gens de l'extérieur et à contrôler toutes leurs relations avec l'extérieur, que ce soit la téléphonie, les paroles, etc., peuvent être plus dures que ce qu'ils ont connu à l'isolement. Donc c'est une réalité, c'est un régime extrêmement dur. Je pense que l'enjeu, en tout cas au sein de l'administration pénitentiaire et puis aussi chez nos collègues magistrats, a été de se demander comment on allait construire un avenir à ces personnes détenues au sein de ce quartier. Si ce quartier est un début, mais aussi une fin, sans doute qu'on aura échoué parce que, y compris avec des peines parfois très longues, ces personnes détenues, elles vont être amenées à ressortir. S'il ne s'est rien passé pendant le temps d'incarcération, il est évident qu'on ira dans le mur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette à la tâche pour construire un régime de détention qui permette à ces personnes d'évoluer favorablement. Et puis, de construire un parcours en détention. On est sur des peines qui sont des peines très longues. Le temps en détention, c'est quelque chose que dans la pénitentiaire, on connaît bien. On a l'habitude de gérer des gens qui ont des longues peines. Et il faut aujourd'hui qu'on sorte de ce tout sécuritaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut moins de sécurité, ça veut dire qu'il faut aussi aller vers des dispositifs qui préparent ces personnes détenues à fonctionner autrement, à se construire autrement ou à se reconstruire. Ça, aujourd'hui, c'est la grande inconnue pour ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée. C'est vrai qu'on a vu la semaine dernière une forme d'ambivalence, enfin de contradiction plutôt avec ce détenu de Vendin-le-Vieil qui avait obtenu une permission de sortir pour rencontrer un potentiel futur employeur. On est là dans une prison... Une polémique, oui, parce qu'on on en a parlé toute la journée, parce que le soir, il s'est passé quoi ? Il est rentré. Mais il est sorti pendant 14 heures. Or, on vous dit... on fait en sorte que ces détenus n'aient aucun contact avec l'extérieur. Donc, on ne peut pas d'un côté vous dire il faut qu'ils aient aucun contact, pas accès au téléphone, pas voir leurs proches, pas pouvoir les prendre dans leurs bras. Voilà, et en même là, temps, on voit les images de ce détenu. Et en même temps, permettre à un détenu d'aller en permission de sortir. Donc, effectivement, cette question, c'est est-ce que Vendin-le-Vieil sera adapté aux personnes condamnées et qui arriveront un peu en bout d'incarcération. Là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est énormément de personnes prévenus, c'est-à-dire pas encore jugés. Donc, ils sont plutôt au début de leur parcours carcéral et dont la priorité est de faire en sorte, encore une fois, qu'ils n'aient pas de contact avec les gens avec qui ils organisent le trafic de drogue. C'est un régime, effectivement, très dur, inspiré du régime italien, le régime de Carcero Duro, qui avait été mis en place pour lutter contre la mafia. Il y a eu des recours, il y a eu des détenus. Ils n'étaient pas contents au début, d'ailleurs. On se souvient, il y avait eu ces coursives inondées, en fait, des détenus qui manifestaient leur mécontentement. Il y avait eu un communiqué de presse aussi signé par un certain nombre de détenus qui annonçaient se mettre en grève de la faim. Quand on pose la question, j'ai posé la question aujourd'hui à des surveillants pénitentiaires qui disent quand même que les choses globalement se sont calmées, que ça se passe plutôt bien, qu'effectivement ce qui est le plus pénible pour les détenus, c'est ces parloirs et l'absence de contact physique. Beaucoup aussi viennent du sud de la France, puisqu'il y a beaucoup de narcotrafiquants en lien avec la DZ Mafia, donc plutôt à Marseille. Là, on est dans le nord de la France, donc pour les familles, c'est compliqué quand même de se déplacer et de venir pour les parloirs. Donc ce lien familial, c'est un point effectivement compliqué pour les détenus, mais sinon, ils semblent avoir accepté, puisqu'ils sont plutôt même mieux lotis que dans un certain nombre de prisons. On l'a vu, seul en cellule. C'est une prison, moi, qui m'a frappée. Elle a 10 ans, mais très, très moderne, très propre. Ça sentait dans le parloir, il y avait une odeur de produits ménagers qui venaient d'être passés. Ça sentait bon. Des murs qui sont propres. Pour avoir visité beaucoup de prisons et de maisons d'arrêt, c'est vrai que là aussi, quand même, c'est des conditions qui sont bien meilleures que dans beaucoup de lieux d'incarcération en France. Guilhem Carayon, le débat, enfin c'est pas tout le débat dessus, mais le débat qu'il y a sur envisager l'avenir, la sortie, la réinsertion de ces détenus, de ces narcotrafiquants, le rapport aux familles, de ne pas pouvoir les rencontrer, les toucher. Est-ce que c'est un débat que vous
comprenez ou est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui nous écoutent non, encore une fois, on n'est pas à l'hôtel et ce débat, j'allais dire, ne m'intéresse pas. Vous avez raison de le dire, la prison, ça sert à la réinsertion, mais ça sert d'abord à écarter des individus qui sont dangereux pour la société. Et donc on les isole parce que précisément, ils sont capables aujourd'hui d'atteindre à la sécurité des personnes qui sont en dehors de la prison. Donc on les punit. Et pour moi, ça, c'est quand même la priorité. Quand j'entendais l'avocat de Mohamed Amra qui s'alarme, qui s'inquiète du confort de son client, pardon, mais c'est insupportable. Il faut penser aux familles des 2 personnes qu'il a tuées. Il faut penser à toutes les victimes du narcotrafic. Il faut penser à Amin Kessassi, dont le frère, et à sa maman, dont le fils a été assassiné, alors qu'en plus, il n'était pas du tout lié au trafic de drogue, suite au combat courageux de son frère, d'Amin Kessassi. Moi, je pense à tous ces gens-là, en fait, d'abord, avant de penser au confort des gens qui sont en prison. Et honnêtement, vous allez peut-être me dire que mon raisonnement est simpliste, mais on est dans un pays où il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On est dans un pays où il y a des étudiants qui font la queue pour aller manger à leur faim des distributions alimentaires. Donc, qu'on se dise aujourd'hui qu'il faut donner toujours plus de confort, des conditions de vie qui soient de plus en plus optimales à des gens qui ont atteint à l'intégrité de la société, moi, c'est un débat qui me choque. Et la prison, effectivement, oui, c'est pas un hôtel, c'est pas le Club Med, quoi. Et juste, je vais aller retrouver Tiffaine Le Riche qui va nous expliquer justement quels sont peut-être les autres plans de développement pour ce type de prison en France, et puis les exemples étrangers, on parlait notamment de l'Italie. Mais juste avant que je retrouve Tiffaine, Noémie, vous me disiez, à Vendin-le-Vieil, les détenus, ils y sont pas forcément pour toute la durée de leur détention, de leur peine. C'est pour une durée d'1 an qui doit être renouvelée et qui doit être motivée. Chaque année, il faut justifier le placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, puisqu'on est dans un régime quand même dérogatoire par rapport à une détention classique. Donc ils peuvent en sortir au cours de leur peine. Ça veut dire quoi? S'ils se comportent bien, Alors c'est pas tant une question de comportement, mais plutôt de lien avec si on estime qu'ils continuent à être très actifs en lien avec une organisation criminelle. Si on estime qu'ils sont toujours en lien ou important dans leur réseau, ils vont rester. Présentent un risque d'évasion important, parce que c'est ça aussi, c'est aussi la dangerosité, le risque d'évasion. Voilà, c'est tout un tas de critères qui vont être examinés. Bon, alors on va aller justement, je vais aller retrouver Tiffaine Le Riche pour voir justement quelles vont être peut-être la suite des plans de développement de ce type de prison. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir. Dites-nous justement comment fonctionne ce système carcéral de haute sécurité en France et quelles sont les différences par rapport à nos voisins en Europe. Bien, actuellement en France, vous en parliez, il existe 2 prisons dotées de quartiers dits de haute sécurité. À Vendin-le-Vieil, ce sont environ 80 détenus qui sont incarcérés, et à Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, ce sont une 40aine de détenus qui sont incarcérés. C'est peu pour l'instant, car l'objectif du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, c'est de mettre dans ces quartiers hautement sécurisés les 700 narcotrafiquants les plus dangereux de France. Et pour ce faire, ce que souhaite faire Gérald Darmanin, c'est créer 4 autres prisons hautement sécurisées. 3 en métropole, à Réau, Valence, Aix-en-Provence, mais également une en Guyane, à Saint-Laurent du Maroni. Car il faut le dire, la France a du retard par rapport à certains de ses voisins européens. Prenez notamment le cas de l'Italie, vous en avez un petit peu parlé. C'est le pays qui a inspiré Gérald Darmanin, car le pays compte une dizaine de prisons de haute sécurité. 700 détenus y sont incarcérés, on est loin des chiffres français, et ils sont incarcérés notamment pour criminalité organisée liée à la mafia. Autre exemple parlant, prenez cette fois-ci le Royaume-Uni. Le pays compte également une dizaine de prisons de haute sécurité. 1000 détenus y sont incarcérés. On pourrait enfin citer le cas de la Suède. Là, le pays dispose de 7 établissements de haute sécurité sur les 48 prisons du pays. Et justement, Tiffaine, les proportions des différents types d'établissements pénitentiaires varient aussi d'un pays à l'autre, entre la haute sécurité et puis même des prisons à l'autre bout du spectre, carrément complètement ouverte. Tout à fait. Pour bien comprendre, en France, il existe actuellement 186 établissements pénitentiaires. Seulement 2 d'entre eux, on l'a dit, sont hautement sécurisés. L'immense majorité sont donc des prisons dites classiques. Et à l'autre bout du spectre, eh bien, on pourrait s'intéresser aux prisons dites ouvertes, où les détenus peuvent agir plus librement, parfois travailler en extérieur. La France dispose d'un seul de ce type d'établissement. Il est situé à Aléria, en Haute-Corse. Il s'agit de la prison de Casabianda,
Rwanda que vous voyez sur cette image. Et là aussi, la France a du retard par rapport à certains de ses voisins européens, notamment les pays nordiques. Prenez à nouveau la Suède. Le pays compte, tenez-vous bien, 16 prisons ouvertes. Cela correspond à un tiers des prisons du pays. On pourrait également citer le cas du Danemark qui dispose, lui, de 10 prisons ouvertes sur les 54 centres pénitentiaires du pays. Eh bien, merci Tiffaine pour toutes ces précisions. Je vais retourner voir mes invités. Justement, ça c'est intéressant ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'en France, alors on va voir s'il faut plus de... On a compris qu'il y aurait plus d'établissements de haute sécurité. D'ailleurs, pendant que je vous parle, on va peut-être voir les images, donc pour l'instant des images 3D uniquement de ce projet de prison haute sécurité en Guyane, donc au milieu de la jungle, donc où il sera encore plus difficile de s'en évader. Et ça permettra aussi d'avoir des mesures vraiment d'éloignement des narcotrafiquants. Mais ce qu'on vient d'entendre là, est-ce qu'il faudrait aussi qu'il y ait plus tout simplement de différents types de prisons ? Plus de haute sécurité, mais peut-être plus de prisons ouvertes. Voilà, quand on voit que les Suédois font à peu près un tiers, ça fait un peu tout le spectre, depuis les détenus les plus dangereux jusqu'à ceux que la prison ne doit peut-être pas trop briser et réinsérer le plus vite possible. Est-ce qu'il faut avoir ce débat-là, justement, Flavie Hérault ? Je crois que c'est là que le bas blesse, en tout cas, notamment avec la création de ces QLCO, parce qu'en réalité, on n'a pas attendu les QLCO pour avoir des établissements qui ont un QLCO, quartier de lutte contre la criminalité organisée, pardon. On n'a pas attendu ce type de quartier pour avoir des établissements qu'on pourrait appeler de haute sécurité, en tout cas des établissements très sécurisés. Et ces deux quartiers, ils ont été créés dans 2 maisons centrales. Les maisons centrales, c'est le plus haut niveau de sécurité parmi l'ensemble des établissements dont on dispose. Et ils ont été créés dans les 2 maisons centrales qui présentaient le plus de garanties de sécurité. Parmi les projets dont vous avez parlé, on a encore 2 quartiers maisons centrales, celui de Valence et celui de Réau, qui vont devenir des QLCO. Et concrètement, on comprend bien qu'on est en train de faire un petit jeu de Tetris et que oui, demain, nous aurons plus de QLCO, plus de place dans ces quartiers pour accueillir des narcotrafiquants, mais nous aurons moins de place parce qu'on n'a rien créé, on a simplement transformé. Et donc, demain, nous n'aurons plus que 4 maisons centrales sécuritaires à notre main. Je pense qu'il faut aussi rappeler que les détenus de la criminalité organisée ne sont pas les seuls détenus dangereux que nous ayons en prison. On a longtemps parlé des détenus terroristes comme étant la problématique numéro 1. Ils sont encore nombreux, notamment à être condamnés désormais à des longues peines ou à être bientôt condamnés à des longues peines. Il y a des détenus terroristes à Vendin-le-Vieil aussi. Salah Abdeslam est à Vendin-le-Vieil. Il n'est pas dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, mais il est à Vendin-le-Vieil. Il reste quelques détenus autres sur le quartier d'isolement et puis il reste aussi une partie de détenus en évaluation qui sont terroristes. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va perdre avec la multiplication de ces quartiers sur les sites que vous avez cités, on va perdre un outil majeur de gestion des détenus dangereux. C'est une réelle problématique et ça montre aussi que s'il faut agir sur ces sujets-là, il faut aussi prendre le temps d'agir et si on traite un problème en créant d'autres, sans doute qu'on ne va pas avancer beaucoup, notamment en matière de sécurité. Guilhem Carayon, qu'est-ce qu'il faut ? Il faudrait, là, on a bien compris qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles créations. Il y en a quelques-unes, peut-être justement en Guyane, mais il y a pas vraiment, il y a peu de nouvelles créations d'établissements pénitentiaires. On sait qu'on manque crucialement de places de prison. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut créer de toutes pièces plus de prisons haute sécurité comme Vendin-le-Vieil. Est-ce qu'il faut aussi créer plus de prisons peut-être plus légères ou ouvertes pour mieux différencier les détenus, puisque le problème, c'est effectivement quand on met des détenus très dangereux, des narcotrafiquants avec des détenus qui sont entre guillemets, qui ont des peines beaucoup plus légères, et ben tout ça va renforcer peut-être des phénomènes de bande, et puis des détenus pas dangereux vont devenir dangereux. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'il y ait des prisons de différents types avec des dispositifs de sécurité plus importants selon la nature et la gravité de la peine, nous, effectivement, oui, ça nous semble du bon sens. Mais le sujet général, c'est la construction de davantage de places de prison. On le redit, si on ne construit pas de places de prison, aujourd'hui, on ne met pas en prison des gens qui prennent en gros 6 mois à 2 ans de prison ferme et qui ne vont pas en prison. En dessous de 2 ans, dans le code pénal français, tout est fait pour empêcher l'incarcération. Et d'ailleurs, de manière plus générale, 40% des personnes qui sont condamnées à la prison ferme ne vont jamais aller en prison. Parce que je crois 84... Maintenant, c'est jusqu'à 1 an de prison que la peine est aménageable. Parce que je crois il y a 84 000 détenus en France et il y a, je crois, que 60 000 places de prison. C'est quelque chose comme ça. Il y a 85 000 détenus et 62 000 places à peu près. Voilà, donc on voit bien qu'il y en a 20 000 en trop. En dessous de 1 an, vous pouvez pas, le magistrat, le juge, peut pas mettre en prison la personne. Entre 1 an et 2 ans, il a la faculté, il a le pouvoir ou non de mettre la personne en prison. Dans les faits, parce qu'on a aujourd'hui une surpopulation carcérale aussi importante, les magistrats, entre 1 an et 2 ans de prison, ne mettent jamais en prison les individus. Donc il faut construire plus de prisons, mais forcément, ça a un coût.
Bien sûr, mais il faut peut-être s'adapter sur les pays européens qui ont un système carcéral qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus ferme. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le nombre de places de prison, il y a aussi la justice qui doit être plus ferme. Nous, on estime que quand vous avez, on en parlait tout à l'heure, mais des remises de peine qui sont quasiment systématiques pour des individus qui sont très dangereux, ça ne va pas dans le bon sens. Mais enfin, les pays européens, on l'a vu, hein, ils sont à la fois, ils peuvent être plus forts parce qu'ils ont plus de prisons de haute sécurité, mais il y en a beaucoup, tous les pays du Nord, ils ont beaucoup plus de prisons ouvertes, qui coûtent moins cher parce que moins de personnel et pour des peines plus légères, avec plus de réinsertion et avec notamment la question, on en parlait sur ce plateau, du travail des détenus. La Suède est beaucoup plus cool que la France sur les prisons ouvertes, mais obligation de travailler ou de faire des études. Oui, mais qui prépare la réinsertion. Oui, mais ils n'ont peut-être pas la même situation d'insécurité. Nous, on a un modèle qui ressemble quand même pas mal à ce qui se passe en Italie, avec le développement des mafias, avec ce narcotrafic qui aujourd'hui pourrit la vie des quartiers, et souvent la vie des quartiers où les logements sont moins chers. Donc en fait, c'est toujours les gens modestes, c'est toujours les gens qui gagnent peu d'argent qui vont devoir habiter dans ces quartiers qui sont pourris par le narcotrafic. Donc nous, on dit une mesure d'intérêt général qui va profiter à toute la société, c'est d'avoir un système carcéral beaucoup plus dur et une justice beaucoup plus ferme. Noémie, puis justement, vous en avez parlé, vous avez parlé de l'Italie, on va, dans les 10 dernières minutes qui nous restent, on va aller en Italie. Le sujet, vous l'évoquiez, du travail en prison, la difficulté avec cette surpopulation carcérale, qui est que les prisons débordent, vous avez beaucoup de maisons d'arrêt dans lesquelles les détenus sont 2-3 par cellule, où il est impossible d'organiser des activités, du travail. Donc il y a un sujet effectivement sur le nombre de places en prison. Construire une prison, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'élus qui ne veulent pas que une prison soit construite sur leur terrain, enfin sur leur commune. Gérald Darmanin avait évoqué la possibilité de créer des prisons dans des préfabriquées, alors des prisons qui n'accueilleraient pas bien sûr des détenus du profil des narcotrafiquants, mais de dire qu'il faut faire des degrés selon selon la dangerosité, la et la peine. le risque d'évasion, la nature aussi de la condamnation, selon les faits pour lesquels on a été condamné, construire des prisons de nature différente avec des degrés de sécurité différents. Une remarque Oui, moi j'ai un peu du mal avec le discours qui consiste à dire qu'il faut construire plus et qu'il faut une justice plus sévère. Alors j'ai pas d'avis sur ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas, mais je tiens quand même à rappeler un peu quelques chiffres. Depuis les années 90, on a construit à peu près 20 000 places de prison, c'est déjà quelque chose de positif. En revanche, depuis cette même période, on a 45 000 détenus en plus. Donc on voit bien que le fait de construire ne résorbe pas la surpopulation et qu'on est dans quelque chose qui n'est plus du tout maîtrisé aujourd'hui. Et puis, sur le potentiel laxisme de la justice, on a tous les ans de plus en plus de condamnations. Entre 2023 et 2024, on est à un peu plus de 2% de condamnations, des peines qui sont de plus en plus longues. On est passé de 8 à 10 et quelques, c'est pas des chiffres tout ronds, mais j'ai plus l'exactitude des chiffres en tête. En tout cas, on a des peines plus longues à mesure que les années passent. Donc voilà, moi le laxisme, je sais pas où il est. En revanche, la surpopulation, je vois bien où elle est, je vois bien les effets délétères qu'elle produit. Je pense que si on raisonne en termes d'efficacité de la peine et d'efficacité de la justice, c'est-à-dire amoindrir le risque de récidive, je crois que là-dessus on peut tous être d'accord, il faut très sérieusement se poser la question de la lutte contre la surpopulation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout construire, en revanche je dis que ça n'est pas la réponse à la surpopulation. On en revient à cette histoire de peut-être différents types de prisons selon la dangerosité évidemment. Vous avez été tous les trois, vous avez évoqué l'Italie, on en a parlé avec Tiffaine tout à l'heure, on va justement vous emmener en Italie parce que l'Italie c'est donc, on l'a dit, ce qui a inspiré notamment Gérald Darmanin. Là-bas, les prisonniers ont le statut 41 bis, c'est le nom de ce statut de ces détenus qui vont dans ces prisons haute sécurité. Et notre équipe pour envoyer spécial autour de Romain Bouty et Gianna Messina avait été voir notamment un ancien détenu, un ancien patron de la mafia qui avait passé des dizaines d'années dans ces prisons de haute sécurité. Et écoutez ce qu'il dit. Sur la côte toscane, à La Spezia, incognito au milieu des touristes et des passants, voici Carmelo Musumeci, 70 ans. Sous ses airs de retraité tranquille, c'est aujourd'hui l'un des rares anciens boss de la mafia passé par le 41 bis à pouvoir s'exprimer librement. Quel genre de voyou vous étiez ? Eh bien, j'étais un boss. Un boss. Mais j'essayais aussi de faire les choses correctement, dans le sens où je cherchais à ne pas perdre mon humanité. Mais bon, malheureusement, dans ce milieu, tu es parfois obligé de tirer le premier.
Association mafieuse, extorsion, trafic de drogue. En 1992, Carmelo Musumeci est condamné à 30 ans de prison, dont 5 à l'isolement. Devenu écrivain après ses 3 licences de philosophie passées en prison, Carmelo Musumeci est à la fois un modèle de réinsertion et l'un des plus fervents opposants au 41 bis. Est-ce que, selon votre expérience, c'est un modèle qui est efficace ou pas? Non. Je vais t'expliquer pourquoi de façon rationnelle. Parce qu'il faut comprendre que pour un mafieux ou une famille de mafieux, avoir un proche au 41 bis, c'est une médaille. Mon père est en 41 bis, ça va faire peur aux autres familles rivales. En fait, un mafieux accepte la galère de la prison pour le bien de la famille tout entière. Comment vous avez vécu cet enfermement qui a duré 5 ans? À l'origine, le 41 bis est né pour nous priver de contact avec l'extérieur. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut nous torturer sur le plan affectif. Je ne pouvais pas embrasser mes enfants, ma fille de 9 ans et mon fils de 7 ans. Ils pleuraient et tapaient sur la vitre du parloir. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas le droit de me toucher, de recevoir une caresse. Et alors qui, dans ces conditions, qui ne sombrerait pas dans la dépression? Qui ne songerait pas à mettre fin à ses jours? Moi, j'y pensais toute la journée. Voilà, alors je précise que c'est un documentaire d'envoyé spécial diffusé en octobre dernier. Un peu plus tard, dans le documentaire de Romain Boutillier, un procureur anti-mafia italien dit que malgré les critiques qu'on peut formuler, le bilan reste très positif dans la lutte contre la mafia. Mais c'est intéressant ce qui a été dit par cet ancien boss de la mafia sur c'est comme une médaille d'aller dans ces établissements-là parce que ça va entre guillemets renforcer la légende ou le prestige dans le milieu. Donc est-ce que finalement un patron, un narcotrafiquant qui a été à Vendin-le-Vieil, il va s'en servir pour sa légende et ça va devenir quelqu'un dans le milieu d'encore plus respectable parce que c'est un ancien de Vendin-le-Vieil? On peut l'imaginer, on est au tout début de ces expérimentations avec les personnes détenues qui relèvent du milieu de la criminalité organisée. Je pense qu'on touche du doigt un point sensible et ça revient sur notre discussion de tout à l'heure, c'est-à-dire le choix des personnes détenues qu'on va placer dans ce type de quartier. Il est évident que c'est un exercice difficile. On rappelle, 86 000 détenus, ça veut dire qu'il faut trouver les bons pour aller dans ce type de quartier. Il faut trouver les bons et c'est pas uniquement viser la dangerosité d'une personne détenue, c'est aussi motiver la décision, et c'est-à-dire pouvoir mettre noir sur blanc les éléments à charge qui viennent démontrer cette dangerosité. Et c'est aussi réévaluer régulièrement cette dangerosité parce qu'elle évolue avec le temps, elle évolue au fur et à mesure que la procédure judiciaire avance. Et puis parfois, les charges qui pèsent contre une personne sont allégées ou bien alourdies. Donc c'est un exercice vraiment délicat. Et pour le reste, je pense qu'effectivement, il va falloir marcher tout doucement pour voir quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de quartier, pouvoir réajuster. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il faudrait qu'on prenne un peu plus de temps avant d'ouvrir d'autres quartiers de ce type. D'abord, tirer les leçons de ces premières expériences, voir quels sont les avantages et les inconvénients avant de se lancer dans un développement tout azimut. Guilhem Carayon et puis Noémie, le mot de la fin. C'était intéressant cette séquence-là parce qu'encore une fois, c'est un ancien patron de la mafia. Visiblement, il a du sang sur les mains. Donc, qu'il puisse pas embrasser ses enfants, on a envie de dire, fallait y penser avant peut-être. Mais malgré tout, c'est assez intéressant et ce que raconte cet ancien détenu, parce qu'on est encore une fois au cœur de ces problématiques sur la prison qui sont encore une fois pas toutes blanches, pas toutes noires. Oui, mais si on va au bout de sa logique, si effectivement ces quartiers de haute sécurité sont une médaille pour les narcotrafiquants, c'est pareil pour la prison. La prison, ça va être une médaille pour les narcotrafiquants, donc on fait rien, on les laisse dehors et on les laisse continuer leur trafic. Non, honnêtement, c'est pas un modèle à suivre ce qu'il dit. Et cet homme, il dit d'ailleurs qu'il a du sang sur les mains parce que c'était lui qui était capable de tirer le premier. C'est un criminel, donc je suis pas sûr que ce soit ce dispositif, que ce soit ce témoignage-là qui doit servir d'exemple. Et au contraire, moi je note plutôt qu'en Italie, les professionnels du secteur disent que les résultats sont plutôt probants et que la mafia reste puissante, mais que ça a permis d'endiguer un petit peu ce phénomène. Tout doit être fait chez nous pour faire en sorte d'éradiquer le narcotrafic. Et donc pour éradiquer le narcotrafic, pour moi, il y a une solution, c'est effectivement de mettre à l'isolement le plus fort, le plus ferme, les gens qui représentent une gravité énorme pour l'ordre public, pour les Français. Noémie, juste un mot. De combien de temps et comment
les personnes qui vont être condamnées à des peines de 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison vont sortir un jour. On ne gardera pas en prison à vie, sauf si vous êtes condamné à la perpétuité parce que vous avez commis un crime passible de la réclusion à perpétuité. Donc à un moment, ces personnes-là vont sortir de prison. Et donc comment on fait en sorte effectivement pour qu'ils arrêtent de gérer leur trafic. Et l'idée n'est pas de faire pleurer sur le sort des narcotrafiquants, notamment quand ils ont été condamnés et donc reconnus coupables, mais de s'interroger aussi. Le sens de la prison, c'est certes de punir, et il y a la répression, et puis il y a préparer la suite, parce que c'est aussi la société qu'on protège quand on fait en sorte que les détenus, en sortant, aient un travail et ne récidivent pas. Eh bien, merci à tous les trois pour ce débat passionnant. Encore une fois, je le disais toujours, la prison, c'est toujours plus complexe qu'il n'y paraît. Merci à tous les